Mesdames, messieurs, nous continuons notre débat, notre émission, notre show sur les journalistes. Faites-vous confiance aux journalistes. Dans un instant, je serai avec Gilles Gatner, mon invité. Nous serons rejoints par Gérard Davet, journaliste d'investigation au Monde, co-auteur de Un président ne devrait pas dire ça. Il sera dans le studio. Également avec nous Philippe Antoine, qui est le directeur de la rédaction de RMC. Et ensemble, on va parler des griefs, des reproches que vous faites aujourd'hui aux journalistes. Faites-vous confiance aux journalistes, je vous en conjure. Continuez à voter, mesdames, messieurs, sur mon compte Twitter, par exemple, @Éric Brunet. C'est gratuit. Vous pouvez également voter sur rmc.fr. Il est 14h07. Nous allons voir, comme tous les jours, c'est la tradition de cette émission, nos lanceurs d'alerte. Alerte générale! RMC, poisson alerte rouge niveau 1. Radio Brunet. On est en alerte, Maxis. Le multiplex des lanceurs d'alerte. Voilà, cette émission permet à ceux qui n'ont pas forcément accès aux médias, de tout zapper, de tout court-circuiter pour parler au plus grand nombre. Voilà, au plus grand nombre via l'émission. Donc c'est Frédéric qui souhaite lancer une alerte. Mon cher Frédéric, bonjour. Bonjour Eric, bonjour les auditeurs. En fait, je veux lancer une alerte, excusez-moi, pour parler de handicap et de travail. C'est un thème que je souhaite vraiment adresser au candidat de la présidentielle à l'élection. C'est pas un thème qui est repris aujourd'hui par les personnalités qui parlent de handicap, donc j'en profite. Je peux en parler parce que je suis malvoyant, je travaille depuis 15 ans dans une grande entreprise, et donc je peux dire clairement que la loi handicap, ça ne marche pas. Donc il faut la changer. Concrètement, ce qui ne marche pas, c'est qu'il y a énormément d'affichage sur le recrutement des personnes handicapées, et en fait, en réalité, il n'y a pas d'organisation de suivi de la politique qui vise à obtenir des objectifs. Donc en fait, en gros, ça ne sert à rien. On ne fait pas grand-chose. Donc ce qu'il faut dire, c'est que la loi handicap, elle est censée inciter les entreprises à embaucher dans leurs effectifs des personnes handicapées. Moi, je pensais que ça fonctionnait, mais vous me dites que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Non, il y a un taux de 6% en fait qui est visé. Mais de ce que je constate, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de suivi mensuel, trimestriel. Il n'y a pas de stratégie pour atteindre cet objectif. D'accord. En fait, on se réunit et un an après, on dit finalement ça n'a pas marché. Tant pis. On revoit les objectifs à la baisse pour l'année suivante. Après, concrètement, il y a aussi des dispositions dans la loi qui sont mal faites, qui permettent de double compter une personne à partir d'un certain âge. Ça n'incite pas à recruter de nouvelles personnes. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de me dire que la personne handicapée âgée va compter pour 2, c'est ça en gros ? Oui, 2 ou 1,5, je sais pas exactement, mais voilà. Donc en gros, il n'y a pas de nouveau recrutement. On n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Et le plus gros problème, c'est une fois qu'on a recruté des personnes handicapées, qu'est-ce qu'elles deviennent dans l'entreprise ? Il n'y a pas de perspective d'évolution. Donc en gros, ça stagne, on fait tout le temps la même chose. Alors moi, je le constate, mes collègues aussi, mais il y a des cabinets de conseil et de RH. Ariane Conseil, par exemple, qui a fait une étude en 2015 sur 2000 personnes. 80% n'ont aucune perspective d'évolution dans cette étude. Donc c'est pas un effet personnel, c'est la réalité. Alors c'est pour ça que je lance une pétition sur change.org qui s'appelle Modifions la loi handicap. Oui. En gros, ce qu'on demande, c'est avoir un représentant au conseil d'administration, parce que je vois pas comment changer les choses autrement. Il faut que quelqu'un soit impliqué dans l'entreprise. De prendre en compte, le second point, c'est l'évolution. Il ne faut pas parler uniquement de taux d'emploi, mais aussi de taux d'évolution. Si les gens font tout le temps la même chose toute la vie, il y a une perte d'énergie. Cela dit, c'est aussi le lot de nombreux salariés valides, de pas évoluer en ce moment dans l'entreprise, enfin de moins évoluer que jadis. Mais ça serait bien de voir si nous on est discriminés ou pas. Oui, de comparer. Il n'y a pas de comparaison possible. Frédéric, dites-moi, le temps est compté, mais c'est un sujet important. Redonnez-moi la façon de voter. C'est sur Modifions la loi handicap sur change.org. N'hésitez pas à faire des commentaires et surtout, si vous avez des politiques et des gens de ce milieu, n'hésitez pas à relayer ce message. L'emploi, il ne suffit pas de recruter les gens, il faut qu'ils évoluent, il faut qu'ils aient des perspectives. Merci, mon cher Frédéric, 41 ans, malvoyant, qui m'appelait justement pour parler des personnes en situation de handicap dans l'entreprise et de l'inefficacité de cette loi qui devrait théoriquement favoriser leur embauche. Manon, une alerte. Eric, est-ce que tu sais qu'il y a un petit bout de Bretagne à Paris, il y a un monument même un peu imposant, est-ce que tu vois à quoi je fais référence?
France. De la tour Montparnasse? Non, voilà, il y a à côté de la tour Montparnasse, c'est dans le 15e, et bien il y a un phare breton. Alors évidemment, il passe un peu inaperçu parce qu'il fait que 10 mètres de haut, donc à côté de la tour Montparnasse, tu le vois pas forcément. Et en fait, l'alerte qui est aujourd'hui lancée par Philippe qui habite le quartier, parce qu'en fait, ce bout de Bretagne, ce petit phare breton, eh bien, il va être détruit. Il a été construit en 1994, et donc il va être détruit pour être remplacé par des logements sociaux. Philippe nous écrit que c'est dommage de le démolir parce que c'est un objet de la Bretagne, ce phare. Il trouve ça sympa d'avoir ça à Paris, surtout dans le quartier breton. C'est là où il y a plein de crêperies dans le 15e arrondissement. Donc voilà, c'était son alerte, ne pas laisser détruire ce petit phare breton du 15e arrondissement. Je rappelle que si vous voulez être lanceur d'alerte, eh bien c'est très simple, vous nous envoyez un message sur rmc.fr. 14h12, mesdames, messieurs, merci Manon, il vient d'entrer dans le studio. Gérard Davet, bonjour. Bonjour Éric Brunet. Journaliste d'investigation au Monde, il est co-auteur, vous le savez, de Un président ne devrait pas dire ça, pardon, voilà, aux éditions Stock, qui vient d'être il y a quelques jours republié en poche, c'est ça, hein? Tout à fait. Qui marche version bien, poche, qui marche aussi très bien. Bon, c'est un carton, c'est un de vos livres les plus vendus, non? Oui, ça marche bien, bon. Ça marche bien, mais il a trouvé son public, on va dire. Il a trouvé son public. Il parle comme dans le monde de l'édition. Voilà. Davet s'est embourgeoisé, mesdames, messieurs. Le rebelle de l'investigation. Vous voyez, voilà, maintenant, il est... C'est votre présence, Eric. C'est moi. Bon, également avec nous, Philippe Antoine. Bonjour, Philippe. Bonjour, Eric. Directeur de la rédaction de RMC. Bon. Alors, vous avez vu, on a plus de 7500 personnes qui votent, c'est beaucoup, et la question que je soumets aujourd'hui, c'est faites-vous confiance aux journalistes? Bon, il y a 85, c'est ça, Manon? C'est ça, pour l'instant, il y a 85%, vous êtes 85% à nous dire non, vous ne faites pas confiance aux journalistes aujourd'hui. Bon, Gérard Davet, à chaud, réaction sur cette réalité statistique impressionnante, hein, ça fait près de 9 sur 10. Je ne suis pas surpris. Régulièrement, je suis invité chez vous, Eric, pour parler de tout ça, et je sais qu'en général c'est un combat contre les auditeurs que parfois je réussis à gagner, mais assez rarement, parce qu'il y a une défiance vis-à-vis des journalistes, parce que les journalistes doivent aussi balayer devant leur porte, c'est une évidence, et d'ailleurs le livre de Gilles Guettner le dit très bien d'après ce que j'en vois, mais également je trouve que on doit venir justement dans ces studios et partout pour expliquer quel est notre métier, expliquer nos difficultés, nos erreurs, nos tourments, nos problèmes, mais également nos réussites. Gilles Guettner disait tout à l'heure, les journalistes, d'ailleurs, les politiques sont un peu comme les journalistes, on ne sait pas s'excuser, on ne sait pas dire on s'est gouré, on s'est trompé. Pardon, on a peut-être blessé des gens, on a peut-être été un peu dur, on a suivi une mauvaise voie. L'autre jour, j'ai fait une émission, ça va vous faire sourire, parce que, la thématique était un peu particulière, mais à chaud, comme ça, en pleine affaire Troadec, j'ai fait un petit morceau de mon émission que j'ai consacré aux copains de ce pauvre Sébastien Troadec, qui, pour sans doute les policiers pendant quelques jours, mais aussi pour les journalistes et donc pour les Français, a été celui qui avait assassiné ses parents. Et je me souviens du regard abasourdi, perdu de ses copains dans la région nantaise qui disaient mais non, c'est pas possible, ça lui ressemble pas, il n'a pas assassiné père et mère, non. Et puis il a fallu 10-15 jours pour que l'on lève cette hypothèque assez lourde. Bon, vous voyez, j'ai pas tellement entendu de journalistes qui sont... Alors que fallait-il faire? S'excuser ou simplement dire nous étions trompés, ou nous avons peut-être nous aurions dû utiliser le conditionnel? Non, personne n'a parlé de ça. Je pense qu'il faut vraiment admettre ses erreurs. Moi, je donne des cours dans plusieurs endroits, à Sciences Po ou au CFJ, donc les centres de formation des journalistes, et à chaque fois, je dis la même chose, je rappelle toujours la même histoire. Je me suis planté une fois, moi, dans un article, j'ai été un peu trop vite, un peu trop loin, parce que j'ai été abusé par un mythomane, un menteur. Ça arrive tous les jours. J'ai fait un deuxième article derrière pour expliquer que j'avais été un tout petit peu trop loin, même si les faits étaient corrects. Donc, je pense qu'il faut évidemment constamment admettre nos erreurs, mais en même temps, il faut aussi accepter cette part d'erreur. Je veux dire, le journaliste est faillible, forcément. Prenez le cas de Mediapart, par exemple, qui dernièrement a fait un article pour dire qu'il y avait une perquisition chez Pénélope Fillon. Ouais, ils ont démenti derrière. Et derrière, ils ont fait un très bon billet. Voilà, ils ont fait un très bon billet pour expliquer que justement, ils s'étaient trompés, qu'ils avaient été trop vite. Donc il faut savoir le dire. Jean m'appelle de Bécon-les-Bruyères. Nous sommes dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Mon cher Jean, bonjour. Bonjour Éric Brunet. Faites-vous confiance aux journalistes, Jean? Alors, c'est pas un problème de confiance, c'est un problème de regard porté sur eux.
parce que je ne sens pas d'objectivité dans le traitement de l'information. C'est-à-dire que la hiérarchisation de l'information doit être respectée, et elle ne l'est pas. En ce sens que il me semble plus important de parler de la Turquie, des milliards de dettes, des chômeurs, etc., etc. Or, on nous bassine toute la journée avec les pantalons et les costumes de Fillon, et les journalistes s'en plaignent. Ils sont très hypocrites. Ils sont hypocrites dans ce sens que ce sont eux qui hiérarchisent l'information. Personne à leur place peut le faire. Donc, à partir du moment où ils mettent en avant ce type d'information, quelle est la raison ? La raison, c'est de faire du buzz, tout simplement. Oui, c'est vrai que les 48 milliards de déficit du commerce extérieur de la France, qui sont juste une tragédie, par exemple à côté des plus 250 milliards de l'Allemagne, nous moins 48, c'est juste une tragédie qui honnêtement, qui est une espèce de point final au quinquennat Hollande qu'il aurait presque fallu mettre en perspective. Elle n'a pas été évoquée. On n'en a même pas parlé. Effectivement, les costards de Fillon étaient sur le devant. Je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Philippe Antoine, directeur de la rédaction d'RMC. Sur la hiérarchie de l'information. Ouais. Mais bon, c'est pas RMC, mais c'est nous tous. Nous sommes bien évidemment. On préfère les costumes de Fillon aux milliards de déficit du commerce extérieur. C'est plus facile à expliquer sans doute, mais après on juge toujours, notamment à la radio. On a écouté un quart d'heure la radio et on a entendu un journal. La façon dont on construit une tranche d'information de matin qui va de 4h30 jusqu'à 10h, c'est qu'on essaie de varier les ouvertures, les titres, les sujets. Et donc, par exemple, ce matin on n'a pas parlé de la dette, mais ce matin on a parlé de l'élection législative qui a lieu demain aux Pays-Bas. Voilà, c'est pas forcément un sujet comme ça qui est extrêmement traité à la une de tous les médias. Et pourtant on en parle. On n'en parle pas tous les jours, mais on essaie de varier pour avoir au bout du compte, au bout de 5 ou 6 heures de grille d'infos, l'information la plus diverse possible. Et c'est comme sur les chaînes d'infos. Les gens disent oui, mais les chaînes d'infos répètent toujours la même chose. C'est normal, j'ai envie de dire. Une chaîne d'infos, en moyenne, on l'écoute 11 à 12 minutes. Donc forcément, si vous l'écoutez pendant 2 heures, vous avez l'impression d'entendre la même chose, sauf que la consommation, c'est pas celle-là. La consommation, en moyenne, c'est aujourd'hui, c'est à peu près 12 minutes. Voilà, la radio le matin, c'est pareil. La radio, vous l'écoutez pas pendant 2h30 le matin. Vous l'écoutez une demi-heure ou 3 quarts d'heure, grand maximum. Merci de cette réponse. Gérard Davet, on va se faire nos 5 minutes sur le monde quand même. Vous êtes là, on va un peu vous asticoter sur le monde. Je sais que vous en aurez d'envie. Non, mais je suis pas, je sais, il y a des tas de bouquins contre le monde. Je suis pas du tout dans cette idéologie-là, mais pas du tout. Néanmoins, il y a eu des énormes plantages. Et le Monde est ce grand quotidien qui façonne l'opinion. C'est peut-être pour ça que j'en veux au Monde, au fond, qui façonne l'opinion. Voilà, ce que pense le Monde, c'est ce que pensent les bien-pensants. Et moi, je me souviens quand je suis tout gamin, et c'est mon père qui m'a toujours raconté ça, c'est l'affaire des Khmers rouges. Bon, alors vous étiez pas dans la rédaction du Monde, vous étiez en culotte courte, mais bon, c'est l'époque, effectivement, où les Khmers rouges rentrent dans Phnom Penh et où il y avait eu ces articles à la gloire, de journalistes un peu tiers-mondistes, il y en avait un peu partout, à la gloire des Khmers rouges. Et puis il a fallu des années pour apprendre, accepter l'idée que, en réalité, c'était un régime génocidaire qui avait tué un peu plus de 20% de la population du Cambodge, ces fameux Khmers rouges, qui étaient, je dirais pas encensés, mais pas loin par des journalistes du Monde, et d'ailleurs, de l'Express, etc. Souvenez-vous. Donc, c'est plus que des erreurs techniques dans le cadre d'une procédure judiciaire sur Monsieur Fillon, ou sur Monsieur Cahuzac. Ce sont des fautes matricielles qui touche à l'idéologie française. Et ça, c'est tellement dur à réparer. Mon Dieu, dire aux Français que voilà qu'un nouveau régime s'installe, que c'est un régime de libération, de démocratie, que l'avenir est là, et découvrir que les types sont des génocidaires, c'est matriciel. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais vous me parlez d'une époque que j'ai pas connue, Eric. Moi, je peux vous parler du Monde d'aujourd'hui. Le Monde d'aujourd'hui, quand on publie un article, il est relu 7 à 8 fois avant qu'il soit publié dans le print. Et c'est à peu près pareil pour le web. Si vous comparez vraiment le nombre d'informations qui sortent chaque jour ou qui sont publiées chaque jour, que ce soit sur le web ou sur le print dans le monde, et le nombre d'erreurs, vous seriez surpris, Eric, même vous, du taux extrêmement faible d'erreurs. Pourquoi ? Parce que on préfère vérifier 100 fois plutôt que de sortir une information. Je vous donne un exemple précis. L'histoire de la conférence de presse de François Fillon quand il devait se rendre au salon de l'agriculture. Tous les médias, j'ai beaucoup regardé BFM à ce moment-là et écouté RMC, tous les médias perdent en supposition avec
parfois quelques pseudo-spécialistes, des éditorialistes bien pensants justement, qui croient savoir la chose et qui ne le savent pas. Au Monde, qu'est-ce qu'on a fait? Et on ne donne pas de leçon en disant ça. Plutôt que de sortir une information qu'on ne maîtrisait pas, on a ouvert ce qu'on appelle un fil d'actualité. Et les lecteurs nous disaient, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'information sur ce fil? Eh bien, très simplement, il y a une information quand elle est vérifiée, sourcée, contextualisée. Donc moi, je suis pas là pour faire la campagne pro Le Monde, pour vous dire simplement comme on travaille. Je peux vous garantir que tout est vérifié et pesé au centimètre. J'en doute pas une seconde. Néanmoins, un fait, c'est un fait, d'accord, mais l'information, ça n'est pas un empilement de cubes qui sont millimétrés. La réalité, c'est que c'est plus complexe. La façon dont on architecture un reportage, dont on construit un reportage, les petits commentaires, selon une source bien informée, selon un ministre. On souffre des mêmes problèmes que vous. Aujourd'hui, RMC, BFM et Le Monde dans le même bateau. C'est-à-dire qu'on est accusé d'être pro-Macron, par exemple. J'écoutais ce matin Jean-Jacques Bourdin qui donnait les chiffres du CSA. C'était quand même atterrant. Quand on entendait Louis Alliot dire que on a interdit à BFM alors qu'ils y sont toujours et que Macron y est très peu, très franchement c'était atterrant. Donc on souffre tous de ça. C'est-à-dire de ce discours. Vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui les médias dans leur ensemble, quand je dis les médias, sont plus indulgents, plus bienveillants à l'endroit de Macron que des autres, que de tous les autres, que de Marine Le Pen, que de François Fillon, que de Benoît Hamon? J'ai le sentiment qu'on fait de manière générale, notre boulot dans un univers qui devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que les chaînes d'information continue sont venues apporter de la concurrence, une espèce d'infobésité dans laquelle il faut effectivement dedans se retrouver. Il faut aussi réussir à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises informations. Et en plus, il y a le contexte électoral qui pèse actuellement, la présidentielle, bien sûr, qui fait que, évidemment, toute information devient il y a un espèce de porte-voix qui fait que l'information devient essentielle. Vous parliez tout à l'heure des 48 milliards et du costume de François Fillon. Évidemment, tout le monde fait le même constat. Les 48 milliards de déficit, c'est quand même plus important qu'un costume à 48 000 euros. En même temps, vous n'avez pas envie de savoir qui a payé le costume de François Fillon alors qu'il peut devenir président? Moi, oui. Donc il faut toujours relativiser les choses en fait. Ouais, enfin moi j'ai surtout envie de savoir pourquoi la France a un déficit de 48 milliards dans son commerce extérieur. Ouais, ça je vous réponds, ça m'intéresse davantage, mais bon. Mais attendez, juste une chose, Philippe, je vous laisse le micro et vous allez dire ce que vous voulez. Philippe Antoine, directeur de la rédaction d'RMC. Avant, il faut dire une chose, c'est que la confusion, elle peut aussi être entretenue par le fait qu'il y a une typologie et une diversité de journalistes, enfin de gens qui parlent derrière le micro, qui est considérable. Il y a le présentateur, il y a le journaliste qui va sur le terrain, qui est enquêteur, il y a celui comme moi qui donne son opinion, c'est-à-dire qui est soit éditorialiste, soit billettiste, soit écotier, comme on disait autrefois, celui qui les échos, bon bref, celui qui vient avec sa subjectivité. Absolument. Et ça mène un peu de confusion. Quand vous écoutez le matin à RMC, vous avez les journaux d'abord, donc on est le plus factuel possible avec du reportage, avec des papiers, avec des gens qu'on entend. Après, vous avez un invité, donc quelqu'un à qui on va poser des questions et qu'on va challenger, en l'occurrence Jean-Jacques Bourdin. Et après, vous avez la troisième possibilité de journaliste, c'est-à-dire les éditorialistes dont vous faites partie, Eric 750 face à Neumann. Et là, ce qu'on vous demande, c'est pas des faits, c'est de l'opinion. C'est de nous dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut la défendre? Est-ce qu'il faut la combattre? Et ces trois niveaux de lecture ou d'écoute qui sont totalement différents. Et parfois, peut-être qu'on le fait pas suffisamment, c'est-à-dire de bien séparer tous ces niveaux de lecture. Et dans la presse écrite, c'est pareil. Entre un billet, un éditorial, un papier, un reportage, une interview, ça n'a rien à voir. C'est différent. Et Philippe, dans la construction de l'information, il y a aussi un quatrième acteur qui compte, c'est l'expert. Nous avons interrogé sur ce sujet, qui touche au nucléaire, l'expert, voilà, monsieur de la CRIRAD, par exemple, voilà, sur le nucléaire. Bon. Et le public ne sait pas que le gars, il fait partie, par exemple, d'une association anti-nucléaire. On le présente comme expert nucléaire. On va prendre un expert, un économiste qui est d'alternative économique, qui a un vrai regard très à gauche, etc. Mais il est là avec son chapeau et sa casquette d'expert, et le type dans sa bagnole, il écoute la radio, et il se dit, dis donc, alors si ce gars-là m'explique que le programme de Fillon est complètement nul, voilà, eh bien lui, cet expert, cet économiste, vous avez raison, va changer mon regard sur l'économie, sur le programme de Fillon. Comme sur ça, c'est quand même vachement stratégique. Comme sur les syndicats, où quand on interroge un syndicat de police, par exemple, je trouve que c'est toujours important de dire de quelle obédience il est, qu'est-ce qu'il représente, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 60% des policiers en civil, pas en civil, commissaire, pas commissaire. C'est de la précision, mais évidemment c'est important. Évidemment, il faut savoir d'où on parle. Gilles Guettner,
Vous nous écoutez avec intérêt. On est comme autour d'une table ici. Hein. J'ai pas de questions, c'est une petite relance comme ça. Gilles Guettner. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur l'affaire Troadec. Et effectivement, l'information qui circulait disant que le fils était peut-être l'assassin de ses parents et de sa sœur. Et évidemment, comment réparer ? C'est impossible. Et ça me fait penser à une autre affaire terrible, c'est l'affaire Baudis. Ah ben, bien sûr. C'est quand même une affaire, qui en 2 mots, c'est l'ancien maire de Toulouse, président du CSA, qui est accusé par des journaux, par l'ensemble de la presse, d'avoir commis des violences, violenté dans une salle de torture des prostituées, voilà, en schématisant. Et évidemment, tout le monde s'est lancé dans cette histoire, jusqu'à ce que Baudis soit contraint de s'expliquer un dimanche à TF1, où devant Claire Chazal, il dégoulinait de tous les côtés, et naturellement, tout de suite, si il est comme ça, c'est qu'il est coupable. Oui. Et ça, c'est une histoire terrible, parce qu'il en est mort. Hein. Oui. Et alors, je dois rendre hommage à mon voisin, Gérard Davec, qui est un des rares, le seul à avoir repris l'enquête, pas très bonne et plutôt chaotique, du Monde, de son confrère du Monde. Oui. Comment le monde, et ça, je trouve encore une fois, je ne vais pas faire comment, vous m'avez décrit une façon de travailler au Monde extrêmement rigoureuse, bien sûr, mais comment le Monde, mais comment le Monde a pu se casser la gueule comme ça, a pu se tromper comme ça, puisque le Monde a été un des principaux accusateurs, je dirais même, peut-être même le principal accusateur de Dominique Baudis avec la Dépêche du Midi, et avec Carl Zéro également sur Canal+. Je me suis repenché sur l'affaire ce matin en préparant cette émission. Franchement, il n'y a pas eu que le Monde. Il y a eu le Monde, c'est vrai, il y a eu la Dépêche du Midi, il y a eu Marianne, il y a eu France 2, il y a eu TF1, il y a eu Canal+. Franchement, il y a eu un emballement. Il y a eu un emballement général. Cette histoire-là, comme le disait Gilles Guettner à l'instant, ça a été la mise en bière du journalisme d'enquête à un moment donné. C'est-à-dire que tout est parti de quoi ? Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les procédures judiciaires. Tout est parti de 2 procès-verbaux remplis par 2 prostituées qui accusaient Dominique Baudis. Et toute la presse s'est battue pour avoir ces procès-verbaux et les a sortis en pleine page. Donc il y a eu Libération, Le Parisien, puis Le Monde qui a donné foi à des assertions qui étaient fausses. Et quel a été le boulot ensuite à faire pour réussir à redresser un peu tout ça ? Ça a été tout simplement de s'atteler aux faits. Il n'y a que les faits qui sont intéressants. J'ai passé 6 mois sur place pour essayer de comprendre qui avait donné l'ordre de lancer ces PV, de les balancer à qui, etc. Après, il y a un juge qui a repris le boulot. Bref, c'est du boulot au quotidien, constamment, pour réussir à faire émerger une espèce de vérité. Mais c'est ça qui est vachement intéressant. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui a été fait là-dessus de Mathieu Aron, qui explique que le journalisme, c'est ça, c'est aussi se planter, l'admettre et ensuite corriger ses torts en enquêtant pour savoir ce qui s'est passé. Rémi ? Ouais, non, c'est Gérard Davec, vous deviez vous sentir un peu seul à l'époque, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup. On a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Tu m'as lu un extrait, lis-le, un extrait d'article qui était assez édifiant où le journaliste avait vu je ne sais quoi, la salle de torture. C'était le Monde. C'était le Monde. En fait, c'est ce qui s'est passé. Je sais pas. Bon, très rapidement. À l'époque, Carl Zéro avait une émission sur Canal+ qui s'appelait Le Vrai Journal. Ouais. On est en 2003 et un des événements de cette affaire, c'est que le 1er juin 2003, à l'antenne, il lit une lettre qui lui a été envoyée depuis sa prison par Patrice Allègre, tueur en série qui a été condamné à perpétuité pour le meurtre de 5 femmes et le viol pour 6 viols. Et dans cette lettre, Patrice Allègre confirme, on dit voilà, Carl Zéro l'a lit à l'antenne, hein, il dit voilà, effectivement, il y avait eu des notables, etc. Carl Zéro donne pas les noms de ceux qui ont participé à ces parties fines où il y a eu des meurtres, où il y a eu des tortures, etc. Il donne pas les noms, Carl Zéro, mais sauf que Le Monde, le lendemain, lui, publie la lettre, donne en tout cas les noms qui sont dans la lettre, et il y a notamment le nom de Dominique Baudis qui aurait participé à ces meurtres, à ces tortures, etc. Et Carl Zéro continue. La semaine d'après, il invite l'une des prostituées qui accusait Dominique Baudis, et elle parle dans l'émission d'une maison qu'elle a vue avec suspendue à des crochets dans une chambre de torture, dans une maison près de Toulouse. Elle a vu des enfants qui étaient suspendus à ces anneaux. Et le lendemain, bingo, Le Monde annonce la découverte de la maison de l'horreur. Tout confirme les déclarations de Fanny. En fait, la veille, le quotidien raconte, derrière les tentures, les gendarmes ont découvert dans les murs plusieurs fixations d'anneaux bas à une 50aine de centimètres du sol, à hauteur d'enfants.
Là, c'est l'horreur. Oui, c'est l'horreur, Eric. Sauf que c'est faux. Le lendemain, le procureur de la République dément formellement. On n'a découvert aucune maison. Moi, je me souviens très bien. J'étais à RTL, jeune reporter à l'époque. Et dans la fabrique de l'information, c'est ça qui est très, très intéressant. Je trouve, c'est que je me souviens de ce jour-là où j'étais à RTL. Les rédacteurs en chef appellent le correspondant sur place, Patrick Tégéraud, pour ne pas le citer, en lui disant: mais tu te rends compte, il y a une maison, d'après Le Monde, il faut retrouver son propriétaire, il faut retrouver ceux qui la connaissent, il faut retrouver la femme de ménage, etc. Trouve. Et Tégéraud, qui est un très bon reporter et qui connaît parfaitement bien Toulouse, cherche 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, avant, après, et il ne trouve jamais. Et il résiste à cette pression, c'est-à-dire de dire, voilà, tu vas nous raconter ce que... Mais non, il dit, moi, je ne vais rien vous raconter du tout, puisque ça n'existe. D'après mon enquête, ça n'existe pas. Et oui, mais c'est vachement important aussi dans la fabrique de l'information, c'est d'écouter ceux qui sont sur le terrain, en leur disant, tu fais ton boulot, on te fait confiance, si tu ne trouves pas, c'est que, en tout cas, tu n'as pas toi, quoi. Et de pas, évidemment, de pas inventer, mais de pas créer quelque chose qui n'existe pas. Mesdames, messieurs, il est 14h32. Dans une seconde, nous serons avec Sébastien qui m'appelle d'Arpajon. Et alors lui, on en a un! Sébastien, mesdames, messieurs, je vous l'annonce solennellement, fait partie des 13% de ceux qui votent et qui disent « Oui, j'ai confiance dans les journalistes ». Votre dose de liberté, c'est Radio Brunet sur RMC. RMC, 13h-15h, c'est Radio Brunet. Éric Brunet. Sébastien est à Arpajon, mesdames, messieurs, vous votez, faites-vous confiance aux journalistes, près de 8000 votes, c'est assez formidable que vous soyez aussi nombreux et ça démontre que c'est un vrai sujet pour vous. Et en général c'est non, à 85%, mais j'ai trouvé un oui, il s'appelle Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, cher Éric Brunet, comment allez-vous? Très bien. Alors, de grâce, pour l'équilibre démocratique de cette émission, ne vous déballonnez pas, Sébastien, et dites-moi pourquoi vous faites confiance aux journalistes. Alors, je vais absolument pas me déballonner, je vous rassure tout de suite. Et une fois n'est pas coutume, enfin non, pas une fois n'est pas coutume, c'est pas vrai. Je suis très souvent contre vous, mais j'aime bien votre émission, vous voyez. Eh bien... Si vous voulez, moi je fais effectivement confiance aux journalistes. Par contre, il y a une autre catégorie de personnes auxquelles je ne fais pas confiance. Eh bien, c'est tout simplement mes chers concitoyens. Alors, c'est très prétentieux de dire ça, mais je vais vous expliquer, je vais étayer mon analyse. C'est qu'en fait, l'information aujourd'hui est multicanal. Elle est de toutes parts, elle est nombreuse et variée sur tous les sujets. Et pour bien apprécier, bien analyser, bien comprendre, se faire une bonne opinion d'un sujet, il faut lire beaucoup de choses, il faut se documenter précisément. Et je pense que cet effort citoyen, de la part de mes chers concitoyens, en fait, ne se fait pas. Et donc, forcément, la faute retombe sur les journalistes, effectivement. Mais je crois que c'est véritablement un manque d'effort d'analyse. Et la grande urgence pour moi, la grande faillite à l'heure actuelle, et à laquelle il faudrait pallier, c'est tout simplement faire en sorte que l'éducation nationale, notamment, puisse mettre en place, j'ai envie de dire, des programmes d'analyse journalistique. Comment on reçoit l'éducation nationale, oui. Oui, l'éducation nationale. Parce pourquoi? Pour apprendre aux enfants à décrypter, à décoder, à comprendre un journal, etc. Moi, écoutez, à chercher l'information, oui. Monsieur Brunet, moi j'ai fait de l'histoire jusqu'en maîtrise, et j'ai eu un module d'histoire, notamment, un module qui était tout à fait annexe à ma formation d'historien, qui était justement le décryptage d'informations. C'est-à-dire, on prenait une information et on la recoupait suivant différentes sources. Un événement particulier, un événement français, et on redécoupait. Ouais. Et enfin, on pouvait se faire son analyse. Et je pense que les Français à l'heure actuelle sont tellement submergés, sont tellement dans le aquabonisme, qu'au final, la faute retombe sur les journalistes. Mais oui, bien sûr, évidemment. Alors, moi, écoutez, je suis un grand emmerdeur dans ma famille. Je suis réputé pour être le grand emmerdeur de service qui reprend tout le monde parce que non, là le fait c'est pas celui-là. Non, tu as oublié ce fait-là. Regarde telle date, ça s'est passé comme ça. Donc ton opinion, elle n'est pas juste. Bref, voilà. Les gens, vous dites en gros, en fait, les gens, comme tout moyen d'information, souvent ont accès à, on va dire, un média quel qu'il soit, un réseau social, mais pas forcément, qui est incomplet et subjectif. Et je comprends ce que vous dites, parce que moi, il m'arrive très rapidement, quand je suis dans mon bain, etc., de prendre connaissance de l'info sur des médias approximatifs, et je me rends compte que, je me fais une opinion qui est pas la bonne. Et je me dis, non, heureusement que tu as lu cet article ce soir, parce que en réalité, c'est pas aussi simple que tu l'imaginais. Alors bon, là, Gérard Davet ou Gilles Guettner,
c'est la question des sources. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, quand je pense que les jeunes, paraît-il, lisent moins de papier, écoute moins la télévision et la radio. Dans la radio, on est encore pas mal. C'est tragique. Absolument. Les jeunes journalistes travaillent beaucoup avec les réseaux sociaux et ça, moi, je trouve que c'est une catastrophe personnellement. Oui. Moi, j'ai été habitué au papier, avoir un crayon, avoir quelqu'un, un bout de papier, et puis récolter les informations. Mais Gilles, est-ce que on n'est pas en train de se médiocriser sur tous les domaines, y compris d'ailleurs sur la question du journalisme politique. Je m'explique. Quels sont, j'ai juste vu Le Monde, qui a fait un travail, ou les décodeurs du Monde, sur le revenu universel, dont je me suis largement inspiré d'ailleurs. Le revenu universel, mis au cœur du débat, sur la table, par Benoît Hamon, très intéressant, formidable. Et je me suis dit quand même, dis donc, engager la gauche là-dedans, c'est un sacré truc. Qu'est-ce que c'est que ce revenu universel? Pourquoi en parle-t-il? Bon, bien, il y a eu 5 ou 6 expérimentations, et je me disais, mais comment trouver les résultats, retour d'expérience, une analyse sur ces expériences qui ont été menées en Alaska, en Namibie, au Brésil? C'est vachement intéressant. Est-ce que ça a marché ou pas? Si ça a marché, c'est bien Benoît Hamon. Eh bien, les décodeurs du Monde sont les seuls, à ma connaissance, qui l'ont fait. Ils ont analysé les 6 trucs, les 6 expériences, et d'ailleurs, ils concluent que c'est catastrophique partout. Mais bon sang de bonsoir. C'est-à-dire que voilà l'information politique essentielle. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, Benoît Hamon, en ce moment, a perdu 3 points dans les sondages, etc. C'est-à-dire qu'on a pipolisé un peu l'information politique, alors que l'essentiel est ailleurs. Vous avez tout à fait raison. Ça me fait plaisir. Je vais vous faire une confidence. Je pense que les journalistes sont un peu flemmards. Et donc, ils se contentent de peu, parce qu'effectivement, c'est compliqué de faire cette analyse sur le revenu universel, et donc on laisse tomber. Combien de fois j'ai entendu dans les rédactions, on va pas traiter ça, les gens n'y comprennent rien, etc. Et on revient toujours au problème des 48 milliards avec les 6 500 € des costumes de Fillon. Les 6 500 € des costumes de Fillon, ça marque les esprits, ça permet de fantasmer, etc. Bon, voilà. Tandis que 48 milliards, vous ne fantasmez pas beaucoup. Alors, il y a un point que je voulais qu'on évoque là. J'ai pris quelques notes aujourd'hui. C'est Éric Woerth, Philippe Antoine d'RMC, Gérard Davet du Monde. Je vais vous poser la question, mais laissez-moi 30 secondes. Libération, en 2010, souligne, chez certains de nos voisins, Éric Woerth aurait déjà quitté son poste ministériel. L'Humanité attaque un mélange des genres consubstantiel au sarkozysme, conflit d'intérêts permanent, domination des intérêts privés, mépris de l'intérêt général. En d'autres temps, Éric Woerth aurait déjà été écarté. Il s'agit donc d'un ministre de Nicolas Sarkozy, suspecté d'avoir eu un vilain rôle dans l'affaire Bettencourt, abus de faiblesse, trafic d'influence, etc. Et ça continue. Le soldat Woerth est-il sauvable pour la Charente libre? La Nouvelle République, il refute avec obstination et véhémence sans jamais être parfaitement convaincant. On lui conseille, toujours la Nouvelle République, à Woerth, de se ressourcer loin de nos hexagonales gesticulations, aux Seychelles par exemple, où se trouve l'île dissimulée au fisc par Liliane Bettencourt. Et ça continue. Il s'en est pris, le pauvre Éric Woerth, pendant des années. Le syndrome du Fouquet, cette connivence entre les hommes aujourd'hui au pouvoir et les grandes fortunes. La République des Pyrénées, je pourrais vous en faire. Voilà, Benoît Hamon dénonce le double mensonge Woerth. Ça a duré des années et finalement, vous connaissez la suite. 28 mai 2015, et ben voilà, il est relaxé 2 fois, Éric Woerth, dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Pas d'abus de faiblesse donc. Pas de trafic d'influence, et mieux, l'année précédente déjà, oui, en décembre 2014, non-lieu de la Cour de justice de la République dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne. Bref, il avait été poursuivi par la justice, mais aussi sali par les médias, par ce qui est pernicieux dans les allusions permanentes qui étaient faites dans son quotidien par ses collègues en politique, à l'hémicycle, etc., quotidiennement, pour rien. Gérard Davet, quand même, pour rien. Est-ce que là, la presse a pas tapé un peu fort, un peu trop fort? Il faut pas confondre les éditorialistes
qui l'envoie aux Seychelles, ce que je me serais pas permis personnellement, et les journalistes qui ont amené des faits. Je faisais partie de ces journalistes, donc j'en parle assez facilement. Il y avait des éléments extrêmement clairs et précis qui ont motivé la mise en examen d'Éric Woerth et son renvoi devant le tribunal. Après, c'est les joies de l'audience. L'audience détermine s'il y a des charges suffisantes pour le condamner ou pas. En l'occurrence, ils ont estimé que non. Mais un juge, même 3 juges, avaient estimé qu'il y avait des indices très très graves le visant. Et si l'on relit le jugement, si l'on relit l'enquête qui avait été faite, etc., je peux vous garantir qu'il y avait tous les éléments qui montraient de manière assez claire qu'il y avait un système de financement occulte qui avait été monté dans l'entourage de Mme Bettencourt et qui allait vers l'UMP. Donc voilà, il y avait les éléments. Par ailleurs, il y a aussi un élément qui est incontestable, c'est qu'il était à la fois trésorier de l'UMP et ministre du budget. Ça vous semble concevable, ça? Non, même vous, Eric. Donc oui, il y a eu des éléments infiniment trop graves et trop agressifs à son égard dans les jugements éditoriaux, mais dans les éléments factuels, je considère qu'on a fait un boulot tout à fait correct. D'accord avec ça? Tout à fait d'accord avec ça, et je trouve que la différence entre Éric Woerth et d'autres affaires plus anciennes, c'est qu'il a retrouvé une place dans la vie politique. Il est conseiller de Fillon et qui sera sans doute ministre si jamais la droite gagne en 2017. Donc il n'a pas été. Ce qui n'est pas acquis. Non, tout à fait. Mais ça, on se projette. En tout cas, voilà, il a retrouvé une vraie place et politiquement, il a été défendu par l'UMP à l'époque, par Sarkozy notamment, et ils l'ont réintégré assez rapidement. Ils auraient pu aussi faire l'inverse, c'est-à-dire dire voilà, même s'il a été disculpé, on n'en veut plus, ce qui n'a pas été le cas. Gilles Gattner, vous publiez Les journalistes ne devraient pas dire ça aux éditions L'Artilleur. Vous êtes mon invité depuis 2 heures. 43 ans de carte de presse. Qu'est-ce qui a changé dans le métier, dans la pratique quotidienne du métier? Parce que finalement, la façon dont Davet du Monde nous présente les choses, il y a aussi eu des améliorations. Il y a aujourd'hui des gens qui travaillent dans les rédactions, des journalistes qui ont sacralisé le fait au sens anglo-saxon, le fact, et qui bossent beaucoup moins dans l'air du temps. Voilà, parce qu'il faut pas non plus enjoliver le passé. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont quand même des mécaniques redoutables. Absolument. Moi, je dis pas que c'était mieux avant. Je tombe pas dans ce travers. Ce qui me frappe surtout, c'est que paradoxalement, il y a une plus grande liberté et que les procès en diffamation sont beaucoup plus rares. Parce que les gens qui s'estiment être diffamés ne veulent pas à nouveau d'un procès où on remet tout sur la place publique, où on en prend plein la tête. C'est pour ça que l'avocat d'Éric Woerth m'avait expliqué que il n'avait jamais porté plainte contre les journalistes parce que il y aurait eu à nouveau un procès, on aurait reparlé à nouveau de Woerth, on l'aurait à nouveau assaisonné, et donc il a laissé tomber. Alors sur la profession, que dire, c'est vrai, il y a une espèce de... C'est à la fois, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Il y a l'immédiateté, la recherche du scoop permanente qui, à mon avis, est extrêmement dangereuse. On le voit, par exemple, je ne vais pas parler de l'affaire Fillon encore, mais si l'aventure, ce que je ne crois pas, demain il n'était simplement témoin assisté, ça serait quand même très étrange. Enfin, pour les journalistes, ça serait quand même un peu un revers. Il ne s'agit pas de lutter contre... Bon. Et ce qui me frappe aussi, puisque vous parlez de 43 ans, ça me fout presque le cafard, c'est que le temps médiatique est évidemment extrêmement rapide. Beaucoup plus rapide que le temps judiciaire. Il y a un décalage énorme. Et donc, ce qui fait qu'on oublie les choses. On parlait tout à l'heure de l'affaire Kader Arif. Le temps judiciaire, il va pas très vite. Gérard Davet du Monde, est-ce que vous êtes au moins d'accord sur une chose? C'est que, la façon dont le journaliste pense sur le plan politique, son idéologie, alors c'est un bien vilain mot, son idéologie, est une part subjective de ce qu'il est. Voilà, et qu'il y a une espèce de politiquement correct qui dans nos rédactions, je ne dis pas qu'il affecte tout le monde, tous les journalistes, mais qui sévit quand même dans nos rédactions et qui est plutôt un politiquement convenable de centre-gauche. Voilà, voilà pourquoi de temps en temps les gens sont un peu sévères avec le monde. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Oui, mais moi je ne crois pas. Il a dit oui. Hein. Non, mais je ne crois pas à l'objectivité pure en journalisme. On est tous subjectifs. Simplement, moi je suis du Monde, je regarde la rédaction du Monde. Vous prenez un Arnaud Le Parmentier qui est, à mon avis, pas complètement extrémiste de gauche, et une Françoise Fressoz, moi Gérard Courtois, il y a des opinions très différentes. Et moi,
je m'écarte de tout ça parce que ce sont des éditorialistes. Moi, je m'en tiens aux faits. Je pense le journalisme s'en sortirait mieux s'il y avait parfois, sur vos plateaux comme sur d'autres endroits, des gens qui font moins profession de dire tout sur tout, sans forcément avoir les éléments concrets. Just facts, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire les faits, rien que les faits. Merci Gérard Davet, journaliste d'investigation au Monde, qui est le co-auteur de Un président ne devrait pas dire ça. Merci à Gilles Guettner, journaliste, ancien journaliste de l'Express, qui a publié Les journalistes ne devraient pas dire ça. Merci à Philippe Antoine, directeur de la rédaction de RMC. Il est 14h50. Manon. Résultat du Brunet-Métry. Eh bien, résultat final, vous pouvez voter depuis hier à peu près à 16h et vous êtes maintenant résultat final 84% à nous dire non, vous ne faites pas confiance aux journalistes. Vous avez été 1%. Oui, on a gagné 1%. Vous avez gagné 1%. Vous avez traité ce sujet le week-end dernier, la semaine dernière. Vous avez une page du Médiateur dans le Monde. Voilà, une page du Médiateur sur les griefs que les lecteurs du Monde ou que plus généralement les Français pouvaient faire aux journalistes. Voilà, 84% non, Eric. Merci Manon. Que va-t-il se passer dans les prochaines secondes dans Radio Brunet, s'il te plaît, mon Rémi?